Alors on va essayer de faire une petite... on a choisi ce thème de la télémédecine, même si effectivement c'est un sujet dont la réglementation date de 2010, parce qu'après avoir discuté avec un certain nombre de professionnels, que ce soit des ARS ou des porteurs de projets, on nous a expliqué qu'il y avait besoin de clarifier certaines problématiques juridiques qui apparaissent dans le cadre de projets. Donc c'est la raison pour laquelle on a choisi ce sujet. Voilà, donc on peut peut-être... Donc on s'est écrit petit, mais je crois qu'après la présentation est diffusée. Alors sur la télémédecine, donc évidemment sur les actes en eux-mêmes, bon évidemment nous on n'est pas du secteur médical, mais donc évidemment je peux pas vous faire un détail de l'objectif de tous les projets de télémédecine, mais de ce que en tout cas on a compris, c'est voilà, permettre effectivement au plus grand nombre d'accéder aux soins, permettre effectivement à des patients qui ne sont pas dans des zones permettant de bénéficier de spécialisation, de bénéficier d'avis d'experts qui sont situés dans d'autres régions. Et évidemment de favoriser, pour écouter Marisol Touraine, la santé numérique et donc les projets futurs, parce qu'en fait en France il faut pas, il faut rester, si vous voulez, novateur en matière de e-santé, parce que dans les autres pays européens, ils sont surtout en matière de télémédecine, il y a beaucoup de projets qui se développent et en fait il faut que la France reste compétitive en continuant d'innover sur ces projets et d'avoir une vision sur qu'est-ce que ça implique en termes juridiques. Voilà. Et en fait, dans un projet de télémédecine, on va avoir plein d'acteurs, que ce soit les établissements publics ou privés, les professionnels de santé et tous les intermédiaires techniques, que ce soit hébergeurs agréés, services de maintenance, intégrateurs d'une solution. Et tous ces intervenants, finalement, complexifient en fait les différents niveaux de responsabilité, parce qu'au final, c'est un patient. Au final, c'est un patient qui peut subir un certain nombre de dommages, que ce soit par rapport à l'information médicale qui lui est transmise ou par rapport à un dommage type ce qu'on appelle corporel, c'est-à-dire sur lui. Et donc pour cette raison, il faut avoir un petit peu une vision de qui est responsable de quoi. Aujourd'hui, on se rend compte en fait que la télémédecine est essentiellement vécue en France comme effectivement une problématique de désenclavement ou de mettre fin à l'isolement sur des territoires, assurer la continuité des soins, mais la partie innovation pure, même si elle existe, hein, vous êtes, je pense, tous là pour ça, la partie innovation pure est encore un peu confrontée au fait qu'on n'arrive pas à identifier la télémédecine comme étant, enfin, moins que dans d'autres pays, comme étant une nouvelle manière de faire la médecine ou une autre manière de faire la médecine que comme un supplétif à des besoins existants. Or, on sait très bien que la télémédecine comme l'innovation fonctionne avec des financements et on sait très bien que les financiers ne vont que là où il y a un minimum de rentabilité. Et tant qu'on percevra, tant qu'on enclenchera la télémédecine comme étant un moyen de pallier à des insuffisances existantes, on n'aura pas de véritable marché. Donc, difficilement émergeront des opérateurs comme on peut les voir dans d'autres pays, en particulier en Amérique du Nord, parce qu'il y a ce carcan-là, il y a cette contrainte, on le verra avec l'ARS, les contrats, etc. Alors c'est très très bien tout ça, mais simplement, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir si le carcan n'est pas un peu trop rigide et n'empêche pas finalement, en tout cas ne ralentit pas finalement le processus d'innovation. Voilà, il y a évidemment l'objectif médico-économique de tous les projets de télémédecine aujourd'hui, qui ont donc vocation à limiter les coûts en termes d'actes médicaux pratiqués par les établissements pour chaque patient, alors que ça soit sur la durée ou pour un acte en lui-même. L'objectif est de réduire évidemment les coûts aussi. Alors qu'en fait, il faut raisonner autant en termes de
efficacité médicale qu'en termes d'écosystème. C'est-à-dire que on a par exemple une application dont Maud vous parlera tout à l'heure, celle par SMS, enfin celle post-opératoire, par exemple du suivi post-opératoire. On voit très très bien que c'est une manière totalement différente de faire, qui a sa propre rationalité et qui va faire des économies, non pas au niveau du remboursement de la Sécu, mais qui va faire des économies au niveau du fonctionnement de la totalité de l'écosystème. On vous donnera, je ne vous en dis pas plus, on vous donnera cet exemple-là tout à l'heure. Voilà, alors pour recadrer un petit peu, à quoi correspond un acte, à quoi correspond la télémédecine, on va distinguer quels sont les actes, qui est concerné, quelles sont les règles à respecter, quels sont les risques qu'on a pu identifier et qui est responsable. Donc, quels sont les actes concernés? Donc, les actes de télémédecine, alors évidemment, on est français, jacobiniste, donc quand on fait quelque chose, il faut commencer par le définir et ensuite on fait une loi. Donc, ou un décret. Donc les actes de télémédecine sont définis par le décret du 19 octobre 2010 et les conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière donc, tiennent compte, on le disait tout à l'heure, des déficiences de l'offre de soins liées à l'insularité, à l'enclavement géographique, etc. Tout ça est précisé dans le Code de la santé publique et à la désertification médicale. Donc on est toujours quelque part de manière un peu surprenante, ou en tout cas sur une approche, une compréhension, une approche de la télémédecine comme étant un outil palliatif, en fait, et pas comme un élément d'une nouvelle économie. Donc tout le corpus juridique qu'on va voir, en fait, est conçu, ah oui, attendez, le médecin n'est pas là, donc le spécialiste n'est pas là, ou les deux spécialistes ne peuvent pas se parler au bon moment, donc comment on fait? Alors qu'en fait, le véritable enjeu, et c'est malheureux de voir que d'autres l'ont bien compris, hein, Google, d'autres ont très très bien compris qu'en fait le véritable enjeu c'est une autre manière de faire de la médecine qui ne va pas remplacer la manière dont la médecine est exercée aujourd'hui, mais ça va être nouveau. Ça finira par remplacer. Mais on est exactement dans la situation du téléphone dans les années 90, c'est-à-dire quand on a eu tous des téléphones mobiles, on a tous continué à avoir une ligne fixe et pendant 20 ans ça a été le cas jusqu'à ce qu'aujourd'hui certains d'entre nous n'aient plus du tout de ligne fixe. Ça va peut-être avancer, mais progressivement. Donc, seuls 5 types d'actes sont concernés. Maud vous les détaillera tout à l'heure. Ce qu'on appelle la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance médicale, la téléassistance médicale et la réponse médicale apportée dans le cadre de la régulation du SAMU, qui est en fait, je dis ça en s'amusant, en préparant cette présentation, en fait, la régulation médicale est le premier acte de télémédecine en fait, que l'on ait pratiqué, je pense, en France. Voilà, donc en gros, soit on répond bien à la définition de ces 5 actes, soit ce n'est pas considéré comme un acte de télémédecine. Et l'ARS dont on va parler tout à l'heure, qui encadre un petit peu la mise en place de ces projets, vérifie la conformité du projet, voir s'il répond bien aux critères. Alors, avec les critères qui sont définis par la loi, donc il y a toujours des zones un peu d'ombre, mais en tout cas, on vérifie que ça rentre bien dans les cases. Hein. C'est la réglementation française. Alors sur la téléconsultation, donc c'est évidemment de permettre à un professionnel de donner une consultation à distance. Donc à distance, ça veut dire visio, téléphone et autres moyens de communication. Donc on a donné un petit exemple qui est le projet IDAN qui permet à des personnes qui sont situées dans des maisons de repos ou dans des détenus ou des personnes handicapées de bénéficier de la... Voilà, c'est juste pour expliquer comment ça fonctionne. Et donc ça permet, sans qu'ils se déplacent, de faire des analyses bucco-dentaires. Ça leur évite de se déplacer, surtout pour ces personnes qui sont dans une situation qui ne leur permet pas de voir en direct les médecins. Et donc, en fait, ça permet de faire une pré-analyse et donc de prévoir ou pas un déplacement en cabinet médical. Voilà. Alors, le point sur lequel je voulais insister sur la téléconsultation, c'est aujourd'hui la grande confusion qui existe sur la téléconsultation et le téléconseil. Parce que le téléconseil, au sens où... n'est pas un acte de télémédecine. Le téléconseil, c'est quoi? C'est soit je vais sur Internet et il y a un médecin qui a dit que voilà, quand j'ai mal à la tête, j'ai ça comme type de pathologie. C'est une information en soi, une information, je dis, dite générale. Et la deuxième chose, c'est les informations dites
personnalisé qu'un médecin peut éventuellement fournir via un site internet, mais qui ne peut pas aboutir à une prescription médicale via un outil sécurisé. Et tout ce type d'actes ne sont pas dans le régime de la télémédecine. Ça reste de la téléconsultation, c'est un terme dit générique, mais en tout cas, ça ne rentre pas dans ce cadre juridique qu'on appelle télémédecine. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire sur la distinction entre les deux. Ça a l'air confusing, non? C'est bon? D'accord. Voilà, sur la téléexpertise, donc c'est évidemment de permettre à un médecin de prendre l'avis d'un autre expert sur un sujet en particulier. Et il va se baser pour ça sur des éléments qui leur sont transmis via un outil sécurisé par d'autres médecins. Donc il y a un projet actuellement, voilà, qui existait déjà, mais bon, qui est en cours qui va débuter, qui permet d'analyser les lésions dermatologiques via un service d'urgence dermatologique à l'hôpital Mondor qui est en Île-de-France. C'est dans le 94, je crois. Et donc, ça permet effectivement de transmettre des photos, des lésions à distance. Et donc, voilà, ça c'est typique. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, c'est typiquement un acte de télémédecine. On envoie la photo sur une plateforme. L'autre médecin à distance aux urgences dermatologiques 24/24 permet d'analyser directement, de récupérer les données et de fournir une réponse médicale. Voilà, il y a d'autres projets en cours sur le dépistage de la rétinopathie des enfants prématurés, donc qui permettent d'analyser le fond d'œil. Donc c'est le même mécanisme, donc envoi d'images par les médecins sur place sur une plateforme et récupération des images par les médecins spécialisés qui sont listés en fait et qui permettent de donner une analyse. Alors, ce qu'on voit dans la pratique, c'est ce qu'on appelle la téléexpertise sauvage, c'est-à-dire que je suis médecin, j'ai besoin rapidement d'un autre avis, et donc j'utilise mon téléphone portable personnel parce que le téléphone qui est fourni par l'établissement ne fonctionne pas ou le réseau ne marche pas. Donc ça, je pense que c'est un sujet... donc idem pour la messagerie. Et donc on envoie directement sur des outils dits non sécurisés, en tout cas. Enfin voilà, ça existe. Sachez, c'est juste hors régime de la télémédecine. Et donc en termes de responsabilité, voilà, ça modifie un peu la donne. Ce qui peut d'ailleurs amener des sujets assez inattendus, parce que amusez-vous par exemple à prendre une photographie de n'importe quel objet, chacun avec vos smartphones. Si vous avez 10 smartphones, parfois même de la même marque et du même modèle, le rendu n'est absolument pas le même. Soit parce que les cellules ne sont pas les mêmes, le logiciel n'est pas le même, la version du firmware n'est pas le même, mais peut-être aussi parce que les paramètres ne sont pas les mêmes. Donc, d'éventuelles erreurs de diagnostic liées à des problématiques d'interprétation, parce que finalement le logiciel embarqué dans le téléphone lui-même, comment est-ce qu'on peut dire, tripatouille l'image pour la rendre plus belle, plus jolie, etc. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc si effectivement il y a une qualification, autant, je dirais, je peux vous dire, mais attendez, le carcan réglementaire c'est un peu trop fort, autant là sur des sujets comme celle-là, on se rend compte qu'il faut vraiment des qualifications techniques, des problématiques de qualification technique, de certification, pour être bien certain que les terminaux que l'on utilise sont homologués et répondent à un certain nombre de normes, parce qu'autrement on peut engendrer des erreurs. Voilà, ensuite, on a ce qu'on appelle la télésurveillance médicale. Donc, ça permet à un professionnel d'interpréter à distance des données qui permettent le suivi médical des patients. Donc là, voilà, on a donné un petit exemple de projet en cours pour un peu illustrer ce qu'on appelle la téléassistance. Donc, c'est des patients insuffisants cardiaques qui donc sont suivis. Donc c'est une étude en cours qui sont suivis à l'extérieur donc de l'hôpital et donc ils utilisent en fait une balance connectée. Et donc, en fait, la balance connectée va transmettre des informations sur une plateforme qui est, je dirais, consultée par une infirmière. Et en fait, en fonction des données transmises sur le poids, on peut savoir un petit peu quelle est la suite. Si ça, c'est un patient qui
devient à risque ou pas à risque en fonction de l'évolution du poids. Donc cette infirmière va donc, si elle détecte en fait le dépassement d'un certain seuil de poids, contacter directement le patient pour faire du suivi. Et donc en fait, ce patient va, donc il va être pris finalement en amont, et peut-être que lui individuellement, s'il prend son poids tout seul, donc peut-être qu'il n'aura pas directement contacté le médecin, donc il va être pris finalement en charge en amont, et donc ça va éviter. Donc l'objectif est un petit peu économique. L'objectif est d'éviter évidemment les phases d'hospitalisation qu'il aura peut-être fait si il n'avait pas été pris en charge suffisamment en amont. Voilà. Voilà. Ensuite, on a la téléassistance médicale, qui est en fait une assistance entre professionnels de santé sur un acte médical. Voilà, et le dernier, c'est la régulation SAMU. Et en fait, ce texte entérine quelque chose qui existe déjà, puisque la régulation SAMU fait déjà l'objet d'une réglementation, mais permet en fait à des projets qui concourent à la service de régulation d'entrer dans le cadre des projets de télémédecine. Alors voilà, tout ce qui est acteur qu'on doit prendre en compte sur un projet de télémédecine. Donc on a les établissements de santé privés ou publics, l'ARS que j'ai un peu mis au centre parce que je dirais c'est un petit peu le coordinateur de ce type de projet, les prestataires techniques, la CNIL parce que c'est indispensable encore aujourd'hui de s'y référer compte tenu de la collecte des données de santé, les professionnels de santé et les patients. Donc on a listé en fait une dizaine de règles qu'il faut avoir en tête pour avoir un projet qui fonctionne dans le respect de la loi. Alors la première chose à faire, c'est qu'il faut vraiment donc formaliser un engagement contractuel. Alors c'est pour ça que j'ai précisé ce point, parce qu'il peut y avoir parfois des confusions entre les deux types de contrats à signer. Donc il faut aller voir l'ARS, présenter son projet, et ensuite on signe un premier contrat qui permet un petit peu qui a pour objectif, en tout cas pour l'ARS, de vérifier que le projet que vous soumettez est bien conforme au décret. Donc ça, c'est une première analyse. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut signer une convention. Alors il y a des modèles types, en tout cas tous les projets font l'objet d'accompagnement par des espèces de coordinateurs, je crois que c'est le terme utilisé, qui vous aident un petit peu à la formalisation de tous ces éléments. Et donc il faut signer une convention en plus du contrat à signer avec l'ARS, avec les différents partenaires, les différents acteurs qui vont concourir au projet de télémédecine. Donc par exemple, s'il y a plusieurs médecins, si je reparle du cas numéro 1 sur la transmission des actes aux urgences pour la dermatologie, donc typiquement, il faut une convention avec tous les établissements ou les professionnels de santé qui vont envoyer donc le porteur de projet, c'est par exemple les urgences de Henri Mondor, et les différents acteurs qui vont intervenir, c'est différents professionnels qui veulent adhérer finalement à ce projet, et donc c'est avec eux qu'on va signer une convention. Pour qu'on sache un petit peu qui fait quoi, et pour déterminer ensuite les différents niveaux de responsabilité. Alors en pratique, le porteur du projet... Pardon. Une question, même là c'était la convention, pour le contrat avec l'ARS, pareil, chaque acteur ou chaque professionnel de santé va contractualiser. Non, le porteur du projet. Alors le porteur du projet, c'est celui qui va présenter le projet, apporter les différents outils techniques, et il y a un porteur de projet, ce qu'on appelle un porteur de projet, qui est finalement en responsabilité et c'est lui qui signe, alors ça peut être une société d'exercice, hein, ça peut être l'établissement, ça peut être un groupe de professionnels. Alors, je pense qu'il y a plein de problématiques. Il y a qui doit signer avec l'ARS, quelle ARS aller voir si mon projet est national, donc voilà, est-ce que je dois signer avec toutes les ARS, est-ce que je dois signer avec une adresse. Je pense qu'il y a des choses il y a des décisions à prendre, et il y a, j'espère, le ministère qui va se positionner sur un certain nombre de sujets. Excuse-moi.
J'avais la notion, là, dans la circulaire de mai 2016, que la contractualisation avait été supprimée et remplacée par une information. Alors, j'ai eu l'ARS hier, elle ne m'en a pas parlé, mais... Je l'ai compris comme ça dans le décret, la circulaire de 2016, que c'était remplacé par une simple information. C'est-à-dire que ce n'est pas la position de l'ARS, puisque une circulaire ne peut pas venir annuler les dispositions d'un décret. Alors, peut-être que noyés sous l'information, ils sont passés à un dispositif un peu plus léger, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une circulaire ne peut pas remettre en cause des dispositions d'un décret. Alors, effectivement, ça paraît assez aberrant lorsque l'on veut mettre un projet de télémédecine en œuvre, d'être obligé de passer sous les fourches codines d'une convention avec l'ARS, mais au jour d'aujourd'hui, c'est l'état du droit, quoi. Oui. Alors, oui. Ouais, je crois que ça dépend. Là se trouve le problème. Oui, je crois qu'ils sont débordés. Voilà. C'est ce que j'ai cru comme information. Hein, c'est effectivement, il y a effectivement un engorgement de réception des projets. Je pense qu'elles sont toutes soucieuses de s'assurer que tous les projets puissent aboutir. Et de ce que j'ai compris, l'engorgement résulte aussi de la réception de projets qui ne sont pas apportés par des porteurs de projets de la santé. C'est-à-dire que si un industriel ne peut pas apporter un projet, il faut qu'il soit soutenu par un acteur du secteur médical. Il y a une véritable problématique non pas de compétences, mais de schéma, de se dire, est-ce qu'un projet de télémédecine est intrinsèquement dangereux, ce qui supposerait donc ce mécanisme de convention d'autorisation? Est-ce qu'on utilise une ressource rare, un peu comme on fait en matière d'audiovisuel, hein, quand vous voulez faire une chaîne radio, vous êtes obligé d'aller voir le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour obtenir une allocation de fréquence parce que vous utilisez une ressource rare. Là, voilà, on ne voit pas bien le positionnement entre le risque, l'impératif de convention. Ça fait l'objet de discussions juridiques entre nous. On ne voit pas très bien, non pas l'utilité de la chose, mais son caractère systématique pose problème. Voilà, la meilleure preuve, c'est que l'autorité elle-même est engorgée. Mais elle n'est pas la seule, hein. Il y en a d'autres qui sont engorgés. Voilà, puis il y a aussi la problématique du coût. C'est-à-dire que si le projet engendre des coûts pour le patient, il n'est pas... en tout cas, le projet est... Comme on attend un positionnement sur le remboursement des actes de la télémédecine, si finalement ça engendre un surcoût pour le patient et qui n'est pas pris en charge par un établissement, c'est pas un projet qui a des chances... Enfin, il a moins de chances d'aboutir, disons. Alors, il y a effectivement l'engagement contractuel, il y a aussi l'information préalable du patient. Donc, puisque pour qu'il puisse consentir finalement à l'acte de télémédecine, on doit lui fournir un certain nombre d'informations sur les experts qui vont intervenir, sur où vont être mises ces données, s'il est enregistré et finalement qu'est-ce qui va différencier de la prise en charge de l'acte classique. La majorité de ces informations sont transmises oralement lors d'un entretien. Voilà, ça peut être à distance, hein, ça ne change rien, mais en tout cas via un entretien. Et il faut que ça soit impérativement indiqué dans le dossier médical pour conserver la preuve de l'information du patient. Donc ensuite, sur le recueil du consentement dit éclairé, puisqu'il a été informé, hein, donc c'est ce que ça veut dire, consentement éclairé. Donc sur la prise en charge, sur le procédé de télémédecine et sur les différents intervenants à l'acte qui vont avoir accès à son dossier médical. Alors la preuve du consentement, c'est pas une obligation pour l'acteur de télémédecine. Simplement, il est recommandé d'avoir un dispositif qui permet de conserver la preuve du consentement parce que c'est une charge c'est lui qui va devoir rapporter la preuve que la personne a bien consenti à l'acte de télémédecine. Donc ça peut être un consentement par voie électronique, ça il n'y a pas de difficulté, mais en tout cas il faut avoir un dispositif qui permet de conserver ce consentement. Ensuite, on a le respect du secret médical. Mais là, je pense que je pense qu'il faut le mettre. Mais en tout cas, être sûr que toutes les personnes qui interviennent à l'acte... Oui, madame, n'hésitez. Nous savons tous qu'il y a des projets télémédecine qui intéressent particulièrement les personnes âgées dépendantes et qui présentent pour beaucoup d'entre elles des troubles cognitifs. Et donc qui ne sont pas forcément en capacité ni de comprendre ni de donner leur consentement.
Et là aussi, est-ce que vous avez des informations sur les avancées un petit peu du cadre réglementaire pour ce type de situation? Parce que de façon très concrète et opérationnelle dans le quotidien, c'est juste pas possible pour les intervenants autour de ces patients. Voilà. Est-ce que vous avez des informations sur l'évolution du cadre réglementaire pour ce type de population? Alors aujourd'hui, il faut se référer au cadre réglementaire existant, à savoir voilà, autorisation des personnes en mesure d'avoir les actes, enfin de consentir à leur place. Voilà, si, enfin tout dépend de la problème. Enfin, je ne sais pas si c'est des personnes qui sont sous curatelle, sous tutelle, enfin voilà. Ah non, 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 on est d'accord, on est d'accord. Donc s'il y a un régime juridique qui existe, enfin s'ils sont soumis à, aujourd'hui c'est ça, s'ils sont soumis à une structure, enfin un encadrement juridique, il faut se référer à la personne qui est susceptible. Et en dehors des cas, on se retrouve effectivement dans un vide juridique. Et malheureusement, je n'ai pas de réponse, de positionnement clair sur le sujet. D'accord, et vous n'avez pas d'informations sur l'évolution pour cette population? Oui, oui. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des discussions sur le sujet. Je dis pas qu'il n'y a pas des discussions sur le sujet, que c'est pas remonté, mais en revanche, il n'y a pas encore de positionnement sur. C'est-à-dire, en fait, ce que vous posez là comme question, c'est exactement la question de quel est le modèle juridique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur un modèle juridique de type ah, je veux faire un projet de télémédecine, il faut que j'aille passer par une convention avec l'ARS qui est par ailleurs débordée et en dépit de toutes ses compétences n'a pas le temps pour examiner ma convention, pour discuter avec moi. Et de toute façon, le jour où ils le font, c'est trop tard, où on mettra un temps fou à se comprendre. Premier modèle, ou est-ce qu'on est sur un modèle d'accompagnement où on se dit ben, finalement on va laisser un peu les projets se faire, par contre on va être beaucoup plus vigilant sur le suivi et peut-être des personnes à l'ARS qui sont dédiées à faire des conventions vont être plutôt sur du suivi de projet, voir ce qui se passe et faire des retours d'expérience. Il faut un mélange des deux. Voilà. Aujourd'hui la balance penche peut-être un peu trop en faveur du contrôle préalable. Alors que sur des cas comme ceux que vous évoquez, le seul moyen de comprendre ce qui se passe et de comprendre les enjeux, c'est les acquis de l'expérience. Et c'est par les acquis de l'expérience qu'on peut mettre un système, comme vous dites, on ne va pas mettre tous les Alzheimer sur tutelle ou sur curatelle. Donc forcément, il faut avoir un système plus intelligent. Et bien, ça peut avoir un système de médecin référent qui va pouvoir, quelqu'un qui peut-être est payé pour ça, et qui va regarder un peu la typologie des actes qui sont effectués, l'évolution du patient, etc. et faire une espèce de bilan coût-avantage. Mais c'est certain qu'à partir du moment où vous passez par des technologies, vous automatisez ou vous introduisez du traitement informatique à haute dose dans un système quel qu'il soit, c'est sûr que vous générez de nouveaux risques. Maintenant, la question, c'est de savoir si... prenez l'exemple des véhicules autonomes. Il y a eu un premier mort avec les véhicules de la firme Tesla. La vraie question à se poser, c'est est-ce qu'il n'y aura jamais des morts avec les véhicules autonomes? Si, malheureusement, il y en aura. Voilà. Mais la question, c'est est-ce qu'il y en aura moins qu'avec des véhicules qui sont pilotés par des conducteurs? Est-ce que vous savez que quand vous prenez l'avion, 9 fois sur 10, c'est l'ordinateur qui fait atterrir l'avion? Ça, on ne vous le dit pas, mais pourtant, 9 fois sur 10, c'est ce qui se passe. Et le pilote n'est là que pour surveiller si l'avion fait exactement ce qu'il a à faire. Je pense que si certaines personnes le savaient, peut-être qu'elles ne prendraient pas l'avion. Surtout ceux qui sont dans le domaine du logiciel. Donc, sur la sécurité des données, enfin sur la protection des données personnelles, comme on l'a présenté ce matin, un peu sur donc c'est évidemment de s'assurer que l'accès aux données soit évidemment sécurisé, que les données de santé soient hébergées si auprès d'un tiers, auprès d'un hébergeur agréé. Donc la liste est disponible sur le site du ministère de la Santé, je crois. Oui. Aujourd'hui, il faut procéder à la formalité préalable. Ça veut dire qu'il faut, auprès de la CNIL, c'est-à-dire qu'en fait, il faut demander une autorisation ou une déclaration pour procéder au traitement, puisqu'en fait, l'acte de télémédecine implique du traitement de données, que ce soit pour conserver les données, que ce soit pour les transmettre, que ce soit pour les enregistrer, les stocker. Le traitement de données, c'est en fait une définition très large. Et ne serait-ce que la consultation de données peut constituer un traitement de données et donc implique que la personne qui ne fait que de la consultation de données fasse une déclaration ou une demande d'autorisation à la CNIL.
Donc évidemment, il faut faire attention au règlement européen sur les données personnelles, dont on a parlé un petit peu ce matin et qui entrera en vigueur en mai 2018 et qui prévoit de nouvelles obligations à la charge du responsable du traitement et également à la charge des sous-traitants, notamment en matière de protection d'informations vis-à-vis des personnes auprès de qui on collecte de données, concernant les données des mineurs, concernant qui est concerné par le règlement européen sur les données personnelles, c'est-à-dire même les sociétés étrangères, dès lors qu'elles vont faire du traitement de données sur des personnes physiques en France. Et ensuite, qu'est-ce que je peux ajouter sur ce règlement de données personnelles ? Sur le transfert de données, alors c'est un peu similaire à ce qui existe aujourd'hui, mais il y a aussi des obligations à respecter. Alors sur tout ce qui est échange de données de santé, donc l'envoi d'images, donc c'est que par messagerie sécurisée. C'est pour ça que j'expliquais que si j'envoie une photo via mon iPhone ou mon téléphone personnel, ça ne rentre pas dans le cadre des actes de télémédecine. Voilà, sur la transmission des données médicales, il faut évidemment s'assurer qu'on est en lien avec un prestataire qui est à même de garantir un certain nombre de critères, intégrité, sécurité des données, confidentialité. Et en fait, pour tout ça, il faut, je dirais, plein de prestataires ont des espèces de conditions générales. Donc ça vaut le coup de les lire, même si c'est un petit peu long. Et ça vaut le coup de les discuter pour en fait intégrer dans le contrat tous les éléments qui sont nécessaires pour vous garantir la sécurité des données, parce que c'est des éléments dont on a besoin pour hiérarchiser les niveaux de responsabilité. Parce qu'il y a une petite tendance à limiter les responsabilités du prestataire, et il est important de vérifier ces points-là, parce que il y a les niveaux de sécurité, et les niveaux de sécurité dans le temps, c'est pas juste à la date T de la signature du contrat, il faut prendre en compte l'évolution du projet, à savoir la prise en compte de nouveaux logiciels qui vont être intégrés à l'architecture, ça va être la prise en compte de la maintenance, des versions futures. Enfin, il y a pas mal de choses à prendre en compte pour conserver, à garantir la sécurité des données. Si vous mettez une nouvelle version à jour qui n'intègre pas les niveaux de sécurité qui étaient fixés, vous vous retrouvez dans une situation de non-conformité. Donc, un autre point concerne des problématiques de chiffrement. Alors, les problématiques de chiffrement et de sécurité, il faut les aborder tant dans le contexte de ce que vous devez, donc aux patients, que dans le contexte de ce qui est effectivement, de ce qui vous est dû par vos prestataires. En d'autres termes, la sécurité, le chiffrement, les problématiques d'authentification, celles qui sont listées là, authentification, confidentialité, chiffrement, traçabilité des connexions, vérification de l'intégrité, sécurité de l'archivage des données, ça n'a l'air de rien, mais ce sont de véritables poses de coûts. C'est que nous, on a vu des projets être mis en cause, le projet parfaitement bien conçu sur le plan fonctionnel, analyse parfaitement bien faite, et à un moment donné, on se dit, il faut chiffrer tout ça. Et là, quand vous avez des flux importants, le chiffrement, ça peut coûter extrêmement cher. Parce que si vous avez des flux importants, des bases de données qui sont conséquentes, ça veut dire qu'il faut gérer la problématique du chiffrement. Évidemment, vous allez me dire, sur Internet, vous avez un certain nombre de protocoles, oui, mais ce n'est pas suffisant, parce que derrière, sur vos machines, sur vos serveurs, il va falloir crypter, il va falloir chiffrer. Et ça, aujourd'hui, il y a quelques leaders, quelques équipementiers leaders qui font ça. Ils font donc ce qu'on appelle des appliances, des boîtes, voilà, où vous avez tout, à la fois le stockage des données, à la fois le chiffrement, mais tout ça coûte extrêmement cher. Et ça coûte d'autant plus cher qu'on va vous dire, attendez, vous êtes sur une infrastructure de données, vous rendez aux patients un service, donc on va vous demander d'avoir une architecture redondante. Et une architecture redondante, ça ne coûte pas 2 fois plus cher, ça coûte 3 fois plus cher. On ne fait pas un cours droit de l'informatique, mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ça ne coûte pas 2 fois, mais 3 fois plus cher. Donc c'est des vrais sujets de coût qu'il faut anticiper. Et quand vous avez des prestataires, quand vous travaillez avec des prestataires, il faut immédiatement anticiper toutes ces problématiques-là, parce que sinon on vous présentera une facture ou un devis, et cela risque de remettre en cause un business model ou un business plan. Raison pour laquelle
Maud vous dira qu'il faut intégrer ces exigences dans les documents contractuels et veiller à ne pas signer donc, des conditions exonératoire de responsabilité en cas de problème. Voilà, et pour aller un tout petit peu plus vite sur les autres règles à respecter, donc sur les commandes publiques, c'est-à-dire que si vous faites l'achat de matériel dans le cadre d'un établissement public, il ne faut pas oublier de se soumettre d'aller voir le service compétent pour faire un mécanisme d'appel d'offres. Voilà, sur évidemment les règles de confraternité, sur la conformité des technologies à des normes. Il y a aujourd'hui un certain nombre de normes en matière des référentiels d'interopérabilité qui peut être nécessaire d'intégrer dans les exigences des obligations qu'il faut imposer. Enfin, en tout cas, dans la sélection des prestataires, c'est des référentiels d'interopérabilité dont il faut s'assurer que le prestataire est en conformité. Et les socles techniques. C'est ça, voilà. Le recours à un hébergeur agréé de santé, donc on l'a vu si on fait appel à un tiers. Et enfin, sur l'intégration des mises à jour et le respect des normes de certification. Parce qu'en fait, voilà, une solution, c'est pour dans le temps, et il faut évidemment s'assurer qu'on ne va pas rester... Alors, je sais qu'on est sur des architectures qui peuvent être anciennes, et que j'ai cru comprendre qu'il y avait un budget qui avait été développé... ouvert pour les systèmes d'information, en tout cas des établissements. Donc je sais qu'il peut y avoir des solutions qui sont sur des architectures anciennes, mais en tout cas l'implémentation de nouvelles solutions, il faut s'assurer qu'elles soient pérennes dans le temps avec des mises à jour qui ne nécessitent pas de modifier toute l'architecture immédiatement. Donc on a fait un petit peu une liste des risques qu'on peut rencontrer, vas-y, je t'en prie, dans les actes de télémédecine. Donc voilà, on a tout ce qui est risque fonctionnel, c'est-à-dire erreur d'exécution, mauvaise manipulation, problème de réseau, obsolescence des logiciels, défaut de mise à jour, défaut de certification. Donc c'est-à-dire que le logiciel peut être parfaitement, il vous a appelé pour vous dire n'oubliez pas de mettre la mise à jour, et là on ne l'a pas mise, donc on se retrouve dans une situation où il y a une mauvaise transmission des images ou une mauvaise réception des images. Et sur les problématiques de certification, c'est un point, ça n'a l'air de rien, mais c'est un point qu'il faut absolument aborder en amont, parce que lorsque vous faites certifier un dispositif médical, par exemple, c'est la totalité du dispositif qui est certifié. On va vous dire, si votre dispositif fonctionne, il faut par exemple que le socle technique, donc l'ordinateur embarqué sur lequel il fonctionne, soit lui-même certifié CE. Et parfois, vous avez régulièrement des certificats qui visent d'autres certificats, qui eux-mêmes en visent d'autres. Donc vous avez des cascades de certificats. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez une chaîne, et que si la chaîne est rompue parce que vous avez changé de manière totalement innocente d'équipementier, vous changez un équipementier, par exemple, vous avez un dispositif médical, vous changez d'équipementier pour la carte mère. Il faut faire penser à refaire certifier, parce que sinon, vous perdez la certification. Parfois, on a vu des certifications perdues dans d'autres domaines, juste pour des problèmes d'étiquetage. Ce n'était pas la bonne étiquette. Donc, ces problématiques de certification sont à prendre en compte, et il faut prendre en compte le fait que leur évolution peut remettre en cause la certification et prévoir un mécanisme de vérification, d'audit, de certification chaque fois que l'on change quelque chose dans une solution certifiée. Il n'y a pas de miracle. Chaque fois qu'on change un élément d'une solution certifiée, il faut se poser la question de savoir si la certification est remise en cause. On a vu beaucoup de sujets sur cette thématique-là, où en fait des certifications parfaitement acquises étaient juste remises en cause parce qu'il y avait un petit composant qui avait changé. Voilà, on a aussi les risques liés plus à la sécurité. Et pour finir, il faut bien raisonner aussi sur les environnements qui sont déployés, parce que lorsque vous raisonnez sur un environnement qui est déployé sur 100, 200, 300 sites ou sur je ne sais combien de sites, que vous avez une modification à faire, il faut aller la faire sur les 300 sites. Et là, ça peut coûter extrêmement cher. On a vu effectivement des problématiques de ce type-là où le problème, c'était pas tant de faire la modification, c'était facile à faire, il fallait remplacer un composant par un autre. Simplement, comme il y avait 300, 400, 500 sites déployés, il fallait faire le tour des 300, 400, 500 sites, ce qui signifie
trouver un prestataire à qui on explique la manipulation, qu'il ait les ressources disponibles pour la faire et surtout qu'il ait l'argent, enfin, pouvoir le payer pour le faire. Quand vous raisonnez sur une base de 500 sites et qu'un prestataire vous facture 100 € l'intervention, ça fait tout de suite très cher. Donc on a toutes les problématiques liées à la sécurité, donc évidemment... ça va. Liées à la sécurité, évidemment usurpation d'identité, ça c'est possible, prise de contrôle à distance, évidemment des outils utilisés pour les actes de télémédecine, l'intrusion dans la plateforme. Alors normalement on fait appel à des plateformes sécurisées qui sont fournies éventuellement par les ARS. Ensuite on a lié, enfin en tout cas c'est un risque existant, on ne peut pas nier, tout ce qui est lié évidemment à la divulgation non autorisée de données, le non-respect des formalités et des exigences de sécurité. Et on a enfin les risques liés à l'utilisation des données, c'est-à-dire le médecin fournit des diagnostics, ou en tout cas des informations médicales qui ne sont erronées suite aux informations transmises, ou alors il recommande des choses... Fausse. L'erreur en cascade, je crois qu'il y a une jurisprudence, je sais pas, une dose, une histoire d'amoxyline, je sais pas la. Ah oui, enfin. Voilà. Bien, donc qui est responsable? Donc le grand principe général et qui n'a pas été modifié pour les actes de télémédecine, c'est le principe de la responsabilité pour faute des établissements ou des professionnels de santé. C'est-à-dire qu'il faut une faute du professionnel pour reconnaître et engager sa responsabilité. Alors là, en tout cas pour les actes qui sont rendus, il faut avoir en tête que, évidemment, s'il y a plusieurs professionnels de santé entre établissements publics, privés ou entre eux, il y a en fait un niveau de co-responsabilité. C'est-à-dire que si c'est évidemment un médecin d'établissement public, c'est l'établissement public qui sera responsable. Si c'est un acte entre établissements de santé publique, en fait, on va déterminer quelle est la faute de chacun. Et c'est ce qu'on appelle une responsabilité dite solidaire, c'est-à-dire qu'on va regarder qui a fait quoi et quelle est la part de responsabilité pour reconnaître la responsabilité de chacun. Si on est entre médecins de santé publique et de santé privée, c'est évidemment de la même chose en fonction des fautes de chacun. Donc en fait, le mécanisme des actes de télémédecine ne modifie pas finalement ce qui existe déjà comme régime de responsabilité. C'est toujours qui a fait quoi et en fonction de la faute de chacun, une fois qu'il y aura eu une expertise, le niveau de responsabilité et un système de répartition en fait. Alors sur l'utilisation des outils qu'on utilise dans le cadre de la médecine, si l'outil a créé un dysfonctionnement, est à l'origine d'un préjudice pour le patient, c'est le principe de la responsabilité dite sans faute. Donc, c'est-à-dire que c'est toujours le professionnel de santé qui est responsable, mais même s'il n'a pas commis de faute. Il prend la charge de responsabilité des outils qu'il a utilisés pour procéder à l'acte de télésurveillance, de téléexpertise ou de téléconsultation. Et dans ce cas, c'est à eux de procéder à une action, ce qu'on appelle dit en juridique une action dite récursoire, pour aller voir les prestataires techniques et pour déterminer s'ils ont une part de responsabilité et demander des indemnisations parallèles. Et en fait, on va rechercher la responsabilité du prestataire sur la base de ses obligations dites contractuelles. C'est pour ça qu'en amont, c'est très important d'indiquer la liste de ce à quoi il s'engage et de ne pas dire juste il s'engage conformément à la loi. C'est important de distinguer vraiment tous les types de responsabilités pour qu'ensuite, en cas d'erreur, de transmission, de réception d'images, leur responsabilité puisse être recherchée. C'est bon, je change de slide ? Oui, oui. Voilà, ça c'est donc en fait, compte tenu de ces niveaux de responsabilité qui sont en fait répartis et de la charge pour les établissements ou les professionnels de santé, de la charge de responsabilité qui leur incombe, on fait un certain nombre de recommandations. Donc, bon, évidemment, pour le professionnel de santé, faire une déclaration de son activité, parce que c'est important on ne peut pas ne pas déclarer qu'on fait des actes de télémédecine. Pour les industriels,
Et ceux qui veulent faire des projets de télémédecine, il faut absolument se rapprocher d'acteurs pour monter des projets et avoir la possibilité de mettre en œuvre et d'innover sur ces domaines. Alors sur la convention à conclure avec les différents acteurs dont on a parlé tout à l'heure, il est important d'identifier, en fait, c'est une répartition des rôles. Alors, chez nous, dans les contrats informatiques, ce qu'on appelle une matrice RACI, donc on fait une liste, quels sont les actes et qui est responsable de quoi. Et c'est important, dans la mesure du possible, de faire cet exercice, parce qu'en fait, même si ça ne pourra pas être utilisé vis-à-vis du patient, ça pourra être utilisé dans les rapports de responsabilité entre les professionnels. S'il y en a un qui devait mettre qui devait aller, je sais pas, lire les informations, par exemple sur le projet PIMS, là, c'est l'infirmière qui doit les consulter, savoir s'il y a eu des alertes par rapport à, c'est le projet sur l'insuffisance cardiaque. Donc il y a une balance connectée, elle envoie des informations sur un serveur, et ensuite il faut quelqu'un qui lise évidemment les informations pour voir si ça dépasse le seuil. Si personne ne va lire l'information, il faut qu'on ait déterminé quelle était sa tâche. Sa tâche, c'était d'aller lire ce qui est écrit sur la plateforme. Donc voilà, c'est important de lister par tâche qui fait quoi pour pouvoir, le cas échéant. Donc si ça n'a pas déclenché d'appel de l'infirmière et ensuite de consultation et que la personne a eu des difficultés après, de savoir qui a été responsable et qui n'a pas rempli sa mission. Voilà, enfin, il faut évidemment organiser l'archivage du suivi médical par chacun des acteurs. Ce que je veux dire, c'est que les professionnels de santé à titre individuel, c'est plus facile pour ceux qui sont en établissement, de bien penser à organiser cet archivage, parce que même si on le fait, ils ont la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'hébergement de données sans hébergeurs agréés, mais en tout cas c'est important de s'assurer de leur conservation, parce que là encore, en cas de litige, il faut être à même de rapporter toutes ces preuves. Et donc le suivi, chaque acteur doit procéder pour sa part en fait à l'intégration des informations qui vont réaliser dans le type de l'acte. Donc par exemple, il a envoyé une photo, il faut qu'il puisse, chaque acteur en fait fait son propre archivage de données, en tout cas de l'acte qu'il a fait, de la partie qu'il a fait, pour qu'en cas de problématique, il ne pourra pas aller utiliser les preuves, si vous voulez, de l'autre médecin. D'accord. Et en tout cas, vis-à-vis des différents prestataires techniques qui interviennent, que ce soit pour fournir une caméra, que ce soit pour prendre des photos, que ce soit l'appareil qui permet la téléconsultation, la visioconférence, c'est important de s'assurer que, quel que soit le professionnel qui l'utilise, mais de contractualiser, parce qu'on va avoir un contrat avec eux, et en tout cas d'intégrer un certain nombre d'éléments dont on a parlé tout à l'heure. C'est important d'avoir des niveaux de service. Alors c'est un terme un peu technique, mais c'est important de fixer ce à quoi il s'engage. Si je m'engage à ce que la caméra elle fonctionne à 90%, vous faites le calcul, il y a une fois sur 10, ça ne marche pas. Et en fait, je ne suis pas sûre qu'on puisse se permettre que ça ne marche pas une fois sur 10. Donc ça peut marcher éventuellement, ça peut ne pas marcher éventuellement la nuit si on ne fait pas du 24-24. Et donc on peut lui donner une petite tranche pour qu'il puisse faire de la maintenance, par exemple. Mais en tout cas, c'est important qu'il ait des objectifs et que ça soit clair. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'objectif dans le contrat, de niveau de service qu'on appelle, on ne va pas pouvoir lui reprocher de ne pas être à 100% de l'utilisation du dispositif. C'est important de s'assurer qu'il s'est engagé, que ce soit pour le taux de résultat, que ce soit pour la disponibilité de l'outil. Exact. Et ce dont, puisque le porteur de projet peut se retrouver en seringue, quelque part, entre le marteau et l'enclume, entre les autorités, dont l'ARS, qui exigent le respect d'une certaine qualité, d'un certain niveau de service rendu aux patients, et des prestataires avec lesquels il n'aura aucun engagement. Donc d'où l'intérêt, effectivement, de reprendre tous les engagements que l'on doit aux patients,
que l'on doit à l'ARS, de les reprendre, les décliner dans les contrats qu'on a avec les prestataires, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, un porteur de projet seul ne va pas réaliser une solution de télémédecine de bout en bout. C'est évident que non, qu'il aura à faire intervenir d'autres prestataires. Donc, ce qui signifie que dans les processus, lorsque vous êtes porteur de projet, que vous êtes amené vous-même à faire des opérations de réception, de validation du travail que vous livrent vos prestataires, vous devez intégrer le respect donc, de ces niveaux de qualité de service, le respect des exigences de certification et de normes, à votre propre processus de recette, c'est-à-dire le moment où vous dites c'est bon, ça correspond à ce que je voulais et donc je paye. Il faudrait que vous intégriez donc ce respect des exigences en matière de qualité de service et de normes à ce processus de validation, et également que tout au long de la vie du projet, vous ayez intégré les problématiques de durée de vie de chacun des composants et des adhérents. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est absolument redoutable, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une plateforme de télémédecine peut comporter plusieurs couches techniques, plusieurs couches logicielles, et vous pouvez, pour des raisons X ou Y, sécurité, performance, obsolescence, être amené à changer l'un des composants. Et c'est ce qu'on appelle dans notre métier le plat de spaghetti. Et le fait de changer un des composants peut vous amener à être obligé de changer en cascade plusieurs autres composants, voire la totalité de ces composants. Donc ce sont des problématiques qu'il faut prévoir et les intégrer donc d'ores et déjà dans la vie de votre projet. Voilà, je crois qu'on a terminé. On a eu je ne sais pas si tu te rappelles, d'un logiciel de service de régulation SAMU, où le prestataire qui avait gagné l'appel d'offres, sur la base duquel il n'y avait eu aucune exigence de niveau de sécurité, n'était pas à même de permettre au SAMU concerné de gérer les appels. C'est-à-dire qu'en fait, il pouvait ne pas marcher pas récupérer les appels pendant 2-3 heures. Voilà. Donc là, c'est typiquement un prestataire auquel on n'a pas fixé de niveau de service, qui a malgré tout remporté l'appel d'offres, et on n'avait pas fixé des exigences de niveau de service. Et donc, voilà, on est intervenu pour... Alors que le SAMU lui-même avait des exigences vis-à-vis de l'État et des patients. Voilà. Donc, voilà. Mais très bien, mais merci beaucoup. Donc, et à tout à l'heure pour les questions que vous pourriez avoir. Et si vous avez peut-être des questions... Oui, tout à fait. Ah oui, je sais pas. On est un peu limite là au niveau de l'heure. On va ok. peut-être prendre les questions. S'il y a des questions, on en prend 2, comme tout à l'heure. Et voilà.